Et pour cette vue de haut, nous retrouvons Stanislas Rigaud. Bonjour. Bonjour Lieselotte, comment allez-vous? Merci d'être avec nous, mais très bien, et vous? Bah écoutez, en pleine forme. Vous vouliez parler de ces commissions d'enquête honteuses qui ont lieu en ce moment. Bien évidemment, on ne peut pas commencer sans évoquer immédiatement le cas de Pierre-Édouard Stérin, qui actuellement défraie la chronique. On a reçu, nous, récemment, un communiqué de presse donc, de la part de son avocat. On peut le lire peut-être aux auditeurs. Dans le cadre des débats récents autour du bien-fondé des actions philanthropiques de M. Pierre-Édouard Stérin, des activistes d'extrême gauche ont décidé de sortir du cadre démocratique de la contestation des idées pour préconiser explicitement son assassinat comme mode d'action politique. Ces dernières semaines, une vague de menaces de mort et d'exhortations au meurtre a ainsi déferlé contre lui sur Internet ou sur la voie publique à la suite de la médiatisation de son audition par une commission d'enquête parlementaire. Une première plainte pénale regroupant 24 faits répréhensibles distincts sélectionnés du fait de leur gravité appelle à l'abattre par balle, à lui faire une Luigi Mangione, à le faire pendre ou guillotiner, a donc été déposée ce jour par mes soins auprès du parquet de Paris. Pour ne prendre qu'un exemple révélateur de l'ampleur et de la gravité du phénomène, une affiche Stérin décapitation a été placardée en lettres capitales dans les rues de Tours le 6 mai dernier par le collectif Action féministe Tours avant d'être diffusée en toute impunité sur plusieurs réseaux sociaux. Cette escalade alarmante mérite une réaction judiciaire avec toute la célérité et la sévérité qui s'imposent. Alors, on comprend que la situation est compliquée pour Pierre-Édouard Stérin. Et aujourd'hui, donc, on peut lire dans la presse que l'Assemblée nationale s'offusque puisque donc Pierre-Édouard Stérin a refusé de se rendre à son audition à l'Assemblée nationale et certains estiment qu'il s'amuse, qu'il ne prend pas les choses au sérieux, alors que l'argument invoqué, c'est précisément sa sécurité et qu'il remet en question au vu de tous ces faits. Alors Stanislas Rigaud, déjà, votre avis là-dessus? Bah écoutez, non, ce matin, écoutez, merci, bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. Non, écoutez, ce matin, je voulais parler on en a parlé hier avec vous, Lieselotte, des commissions d'enquête, parce qu'il y a évidemment celle de Pierre-Édouard Stérin sur laquelle je reviendrai et avec plaisir, puisque ce que vous venez de lire, à savoir le communiqué de presse de son avocat, est absolument édifiant, de savoir que dans un pays comme le nôtre, des entrepreneurs puissent être mis en danger, menacés de mort en toute impunité, c'est évidemment scandaleux. Mais aussi parler plus globalement du sujet des commissions d'enquête, puisque il y a évidemment eu la très médiatique commission d'enquête autour de Vincent Bolloré, Cyril Hanouna l'an passé. Il y a eu très récemment celle avec François Bayrou, où le député LFI Paul Vannier s'est illustré par des qualités de juge rouge en ayant pendant près de 5 heures des questions absolument odieuses et une attitude absolument déplorable à l'égard de M. Bayrou. Et parce que surtout, ces commissions parlementaires, elles se démultiplient avec à chaque fois un dénominateur commun, c'est celui d'avoir un député LFI à la manœuvre, qu'il soit en tant que rapporteur ou en tant que président. À celle de M. Bolloré, c'était M. Saint-Toul. À celle de M. Stérin, c'est M. Léaumont. Et à celle de M. Bayrou, c'était M. Vannier qui était dans le rôle d'inquisiteur. Avant de parler, de rentrer plus spécifiquement dans ce que vous venez de dire, Lieselotte, plusieurs points intéressants. Je crois que le premier, c'est que même Madame Braun-Pivet, qui d'ailleurs disait hier que M. Stérin ne respectait pas l'Assemblée nationale, elle-même expliquait il y a 3 jours dans le Figaro qu'il y avait peut-être trop de commissions d'enquête. Oui, et alors elle dit, on peut la citer, que certaines commissions d'enquête sont instrumentalisées par certains camps politiques pour en faire des objets strictement politiques, des tribunes, et c'est dommage. Eh bien écoutez, c'est dommage Madame Braun-Pivet, et c'est dommage que les archives aujourd'hui à l'ère d'Internet puissent subsister. Et puis la deuxième chose, c'est que Madame Braun-Pivet était beaucoup plus discrète quand Monsieur Colère, lui, ne se rendait pas en commission d'enquête. Et Monsieur Colère n'a pas invoqué à l'époque des raisons de sécurité ou l'envie de participer à cette commission d'enquête par visioconférence, mais simplement n'est pas venu, et Madame Braun-Pivet et le camp macroniste plus généralement n'a pas été extrêmement bruyant pour s'exprimer à ce propos. Mais pour revenir, avant de parler encore une fois du sujet que nous avons évoqué avec M. Stérin, il y a aussi le sujet de la place de ces commissions d'enquête en tant que telles dans le débat public. À savoir que nous avons des juges dans la société, dans notre société, qui sont de plus en plus politiques et qui appliquent un programme et qui appliquent une vision. Vous le savez, ce n'est pas ici sur Radio Courtoisie qu'on va vous expliquer que les juges sont beaucoup orientés politiquement, le syndicat de la magistrature en étant l'incarnation parfaite. Et puis de l'autre côté, on a des députés
qui, à la place de légiférer, sont en train de juger. Et donc, il y a une inversion des rôles, dont d'ailleurs parlait Éric Zemmour sur RTL ce dimanche, qui est absolument fascinante. Les juges font de la politique et les députés font maintenant de la justice. Dans le cas de M. Sterin, ce qui est absolument édifiant, c'est que d'un côté, il est menacé de mort. Donc, ces menaces, d'ailleurs, M. Cazenave, je crois, répond qu'il les a pris très au sérieux. Et puis de l'autre, il se tient à disposition, visiblement, de ce qui a été dit par voie de presse, pour participer en visioconférence à la commission. Et là, on se dit, bah écoutez, même sur Radio Courtoisie, le matin, en dernière minute, vous pouvez proposer une visio. Oui, puis on a une caisse politique qui passe son temps de nous expliquer que c'est génial le tout numérique et que c'est vraiment des outils à développer, même dans les écoles. Donc vous lisez dans mes pensées, non mais c'est exactement. Mais aujourd'hui, vous m'avez déjà proposé ou j'ai déjà pu solliciter Radio Courtoisie la veille pour le lendemain d'une visioconférence et vous étiez capable de la faire. En effet, on sort quand même d'années absolument dingues de Covid où il était possible de s'exprimer par cette voie-là. Et dans ce cas précis, on lui refuse. Alors, et ensuite, on dit que c'est lui qui prend rien au sérieux. Et on explique qu'il prend pas au sérieux. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que l'Assemblée nationale, qui a un budget de 643 millions d'euros par an, qui veut absolument, visiblement, interroger une personne qui a des idées politiques et qui est d'ailleurs, je crois pas qu'il y ait une remise en cause fondamentalement du caractère de cette commission d'enquête et de l'invitation pour M. Sterin. Simplement, il y a des menaces de mort, on propose une visio. Si vous voulez amener votre travail parlementaire sur le fond, pourquoi refusez-vous cette visio ? Bon, visiblement, il n'y a pas de réponse là-dessus, d'autant que... Ou assurer sa sécurité. Parce que il faut aussi se mettre dans... inverser les rôles. Si tous ces députés qui attaquaient M. Sterin demain recevaient autant de menaces de mort, de décapitation, d'être guillotinés, on n'imagine pas à quel point il sera en train de chouiner sur Twitter et tous les plateaux télé en disant que c'est terrible, qu'ils n'ont plus de vie et que l'extrême droite, quoi. Bah, bien sûr, et d'ailleurs, il est bon de le dire, mais toutes ces menaces de mort sont évidemment... oui. condamnables. Malheureusement, elles ne sont pas suffisamment condamnées quand ça concerne des personnalités de droite, parce que c'est évidemment de ça dont il s'agit. Et d'ailleurs, il est bon de rappeler aussi que de son côté, le directeur général de la structure de M. Sterin, Arnaud Rérol, lui, s'est rendu à cette commission d'enquête face à Antoine Léaumont, M. Cazenave, et a répondu visiblement aux questions de façon assez apaisée. Mais tout ça pour dire, et ça me permet de revenir un peu au sujet plus global de ces commissions d'enquête, qu'à la fin des fins, ce n'est pas tant le rapport qui en sortira qui compte. Ce n'est pas tant de savoir ce qui va être dit sur le fond de ces commissions d'enquête qui intéressent les députés LFI. Les députés LFI s'en servent comme caisse de résonance. Ils se répartissent les rôles pour faire de la com politique, pour pardonnez-moi l'expression, se payer telle ou telle personnalité. Ils ont essayé de le faire avec Cyril Hanouna, avec le patron de Périclès, avec Vincent Bolloré, avec François Bayrou, avec tant d'autres personnes. Et leur but est simplement d'exister et de se payer ces personnes-là. Et j'ajoute une autre chose qui me semble assez importante, qui prouve, à mon sens, le non-fondé global de cette commissiono d'enquêto aiguë. Pardonnez-moi pour ce barbarisme. Il y a une commission d'enquête sur TikTok. Très bien, c'est un sujet de fond qui mérite d'être analysé, qui mérite d'être expliqué. Mais ils invitent à participer à cette commission quelqu'un comme Monsieur Adé Laurent. Alors Adé Laurent, je pense que personne sur l'antenne de Radio Courtoisie ne le connaît. Non, parce que ce sont des gens bien qui nous écoutent. Exactement, mais il est important que les gens bien qui nous écoutent soient aussi au courant de qui est invité à l'Assemblée nationale. C'est un influenceur porno, je crois. Je crois d'ailleurs, c'est un influenceur porno qui est sûrement très sympathique, et sûrement fort agréable. Peut-être pas, qu'importe. En tout cas, il est invité à l'Assemblée nationale pour donner son avis. Ce que je veux dire, c'est qu'en invitant Adé Laurent, ce n'est évidemment pas les auditeurs de Radio Courtoisie qui visent les députés pour faire du bruit, mais simplement cela suscite des polémiques, on en parle, on en débat, et ça fait exister des députés en voie de notabilité, pardon. En ce moment, il est partout, Adé Laurent. Je le connaissais pas non plus, et maintenant je le vois sur tous les réseaux sociaux, des vidéos où il explique que c'est injuste parce qu'il s'est fait supprimer son compte TikTok, qui était, donc quand on s'y intéresse, particulièrement cru, et je pense même, on peut le dire, ignoble. Donc voilà, effectivement, comme vous le dites, c'est une façon d'exister aujourd'hui. Exactement, et donc c'est cette mentalité de la commission d'enquête qui est
qui est regrettable. D'un côté, des personnes menacées qui demandent simplement de pouvoir participer à une visio pour s'expliquer auprès de la représentation nationale, et de l'autre, des personnalités influenceuses qui sont, elles, invitées, qui seront, j'imagine, plutôt bien reçues, contrairement à d'autres. Et de l'autre, des commissaires politiques qui se déguisent en juges le temps d'une journée. Alors il est de bon ton de dire qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, troquer leur écharpe pour une robe de juge, et s'ils le veulent, passer les concours de la magistrature pour exercer leur passion avec plaisir, mais pas forcément à l'Assemblée nationale. Oui, effectivement. Quel est le poids aujourd'hui de ces commissions d'enquête concrètement? Voilà, une fois que cette commission d'enquête qui vise Pierre-Édouard Stérin sera close, qu'est-ce qui peut se passer? Quelles sont les incidences? Vous l'avez vu, Liselotte, c'est assez évident, mais il y a eu un tremblement de terre suite aux commissions d'enquête avec M. Bolloré, par exemple. En fait, c'était une tentative d'ironie, mais il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, c'est des... Ah oui, pardon, mais vous n'avez pas rigolé, c'était juste de l'ironie pas drôle, pardon. Pardon. C'est plutôt drôle, Franck est absolument très drôle. Oui. Il est 8h24, merci d'être sur Radio Courtoisie. Ah mais Franck trouve ça très drôle, c'est le principal. Oui, c'est ça. C'était drôle. C'était ironique, mon rire. Ah oui, pardon. C'est affreux. Mais non, pardon, mais évidemment, non, il ne se passe pas grand-chose. Encore une fois, il y a des commissions d'enquête qui ont leur utilité, ils sont importantes, et personne ne met leur existence en cause en tant que telle. C'est la démultiplication qui est pointée par la présidente de l'Assemblée nationale, ce qui en dit long quand même sur cette question. Mais justement, à la fin de ces commissions d'enquête, il y a des rapports, et ces rapports sont visiblement enterrés, ou en tout cas peu utilisés. Il y a suffisamment, je crois, de travail pour nos parlementaires pour qu'ils ne se dispersent pas sur d'autres sujets, qui leur prend plus de temps, notamment je pense à M. Léaumont. Mais je vais en parler là. Mais parce que M. Léaumont, il est, je crois, capable de beaucoup de travail, je dis ça sans ironie, pour une fois. Mais s'il veut bien le faire jusqu'au bout, M. Léaumont, il ne peut pas passer ses journées à faire des Twitch. Il ne peut pas passer sa journée à penser à la commission d'enquête et à ces questions choc pour M. Stérin, à sa conférence de presse d'avant, sa conférence d'après, et puis après le fait d'aller parler à la presse, puis après de faire un Twitch, de répondre à tous les tweetos. Vous voyez, ça prend du temps tout ça, et M. Léaumont est toujours payé par nos impôts. Donc que M. Léaumont fasse des rapports, que M. Léaumont prenne des visios, ça lui fera gagner du temps et ça lui permettra de faire son travail avec encore plus de talent qu'il n'essaie de le faire. Oui, effectivement. Alors Antoine Léaumont, dans ces commissions d'enquête, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que systématiquement, les députés, donc souvent de gauche, souvent de la France insoumise, ont l'impression qu'en se saisissant de ces commissions d'enquête, ils vont révéler des grands secrets d'État. Il y a cette façon de se dire, regardez, on fait lumière sur un sujet qu'on essaie de vous cacher. Il y a cette quête de la transparence. En réalité, la plupart des temps, ils présentent comme inédit des choses qui étaient déjà accessibles à tous, pour commencer. Par ailleurs, je pense qu'en matière de transparence, la gauche a du souci à se faire. Et donc, par exemple, Antoine Léaumont, qui donc tweetait récemment, saviez-vous, hier, à 7h30, il était au taquet, saviez-vous que le CERIF, créé par Madame Bergeau-Blacler, a reçu des financements de Périclès, la structure de Pierre-Édouard Stérin? C'est terrifiant, hein, ça se rigole. Peut-on du coup parler des réseaux de la confrérie financière de l'extrême droite? Alors donc là, bien évidemment, il met sur le même plan les réseaux fréristes, sur lesquels d'ailleurs travaille Florence Bergeau-Blacler, tout cet entrisme islamique dans la société, et donc le fait que Pierre-Édouard Stérin finance certains centres, donc en l'occurrence le centre de recherche dirigé par Madame Bergeau-Blacler, qui lui est reconnu, n'a aucun souci à se faire, est parfaitement légal, ne propage aucune idéologie, c'est un centre de recherche. Oui, et puis accessoirement, rappelons à M. Léaumont que Madame Bergeau-Blacler est elle-même menacée de mort par des islamistes pour son travail. Donc je crois qu'il serait plutôt de bon ton de soutenir les personnes qui soutiennent son centre de réflexion et de recherche. Elle fait un travail formidable dont le ministère de l'Intérieur s'empare d'ailleurs en grande partie. Beaucoup d'éditorialistes, de chercheurs, de journalistes, de politiques s'emparent des travaux de Madame Florence Bergeau-Blacler, pardon. Donc il est évidemment ridicule de la part de Léaumont de prendre cet exemple-là. Et d'ailleurs, rappelons-le, mais l'argent de M. Stérin, c'est la sienne.
ce n'est pas illégal. Contrairement à l'argent de l'Union européenne, par exemple, qui sert à financer des réseaux comme ceux des frères musulmans. Exactement, quand on voit par exemple le Hayes du Parlement européen, alors on sort un peu du sujet, mais de toute façon c'est le sujet global des dépenses publiques, mais je veux dire que pour y avoir participé moi-même il y a quelques temps, quand on voit les délégations turques qui sont invitées avec Femizo, qui est un réseau de propagande pour les islamistes, on est évidemment choqué, mais on ne verra pas Monsieur Le Mans tweeter là-dessus. Mais de toute façon, soyez assurés que Monsieur Le Mans ne fera jamais de déclaration envers quelques financements qui iraient dans les mains ou dans les poches de personnes véhiculant des idéologies islamistes. C'était pas sa tasse de thé, vous le savez. Il préfère s'attaquer à des personnes qui, de façon transparente et publique, que ce soit d'ailleurs Monsieur Bolloré ou Monsieur Stérin, défendent une vision de la France qui n'est pas la sienne, parce que c'est aussi ça le sujet. Mais il a le droit de ne pas avoir la même vision que M. Bolloré et M. Stérin, mais je crois qu'il n'a peut-être pas à faire perdre leur temps à ces gens-là, alors qu'en plus, eux sont transparents. Encore une fois, c'était assez hallucinant, mais il y a des questions qui sont posées dans cette commission d'enquête où les réponses sont sur le site internet des personnes auditionnées. Ouais. C'est-à-dire qu'on leur pose c'est comme si on demandait à Pierre-Alexandre Bouclet si la personne qui assurait la matinale de Radio Courtoisie était bien Liselotte. On ne sait pas, vous savez pas. Peut-être, mais en tout cas, ça me paraît très surprenant comme question et une perte de temps assez phénoménale. Ouais. Et puis, vous avez pointé surtout l'autre sujet extrêmement important dont il était important de parler ce matin. On n'a pas encore vu M. Pigas convoqué à l'Assemblée nationale pour parler de ses envies politiques. On n'a pas vu à l'époque, et encore une fois, je ne leur souhaite pas, ils ont bien le droit d'avoir les idées qu'ils souhaitent, mais on n'a pas vu Monsieur Niel quand il était affiché en tant que soutien d'Emmanuel Macron. On n'a pas vu Georges Soros convoqué à l'Assemblée nationale. Donc, encore une fois, soit il y a une parfaite équité, un parfait équilibre, et dans ce cas-là, de tous bords, l'Assemblée nationale reçoit, débat, et là on essaie de créer quelque chose d'intéressant et de fonder sur un équilibre moral et politique. Soit on évite d'inviter un camp, des personnalités en particulier, de les cibler, de faire tout un tintamarre avec la gauche, puisque je voyais ça hier, mais on constatait, je crois que c'est, je sais plus si c'est dans la presse ou si c'est sorti dans Bois Voltaire, ou je ne sais plus, mais je lisais ça hier. Mediapart sort l'info de la convocation de Pierre-Édouard Stérin avant que Pierre-Édouard Stérin l'ait reçu. Ce qui est quand même dingue au moment où on veut interroger M. Stérin sur ses liens avec des médias, lui reprochant de façon sous-jacente de les influencer et d'être en lien avec pour peser sur la vie démocratique de ce pays. Oui, c'est quand même gonflé. C'est le mot. Oui, parfois je me lâche. Oui, on a connu pire comme lâchage. Oui, mais moi je suis une jeune fille distinguée, Stanislas. Et c'est vrai, ça me choque finalement. Oui. Quand, en fait, finalement, ce qui est reproché à Pierre-Édouard Stérin et d'autres, avec ces commissions d'enquête, généralement, elles sont faites pour mettre en lumière des choses qui pourraient menacer les Français ou la société d'une certaine façon. On se dit, voilà, là, il faut faire la lumière sur tel sujet parce que les Français doivent savoir, il y a un risque derrière. Là, ce qui se passe, c'est que ces commissions d'enquête, elles ne servent pas à protéger les Français ou la société. Elles visent à pénaliser tout ce qui pourrait venir contrecarrer les plans politiques d'un camp spécifique, d'un parti spécifique. En termes de bien commun, je pense que justement, Pierre-Édouard Stérin s'en rapproche un peu plus que précisément ces hommes et femmes politiques qui saisissent des commissions d'enquête simplement pour aller défendre leur propre vision et leurs petits intérêts politiques, leur petit agenda, et puis finalement essayer de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui pourraient contrecarrer tout ce qu'ils essaient de faire avancer. Oui, bien sûr, Liselotte, je vous rejoins. Il y a une forme d'inquiétude de leur part, parce que le dernier sujet dont il faut parler, je pense, ce matin, c'est que les fonds dont nous parlons quand il est évoqué le nom de Pierre-Édouard Stérin, de structures voulant soutenir telle ou telle initiative, et pardon, des belles initiatives, on a parlé de celle de Bergeau-Beckler, mais il y en a d'autres. Il a été le sujet aussi d'une école qui visait à former des élus pour les municipales Politicae. Former des élus sur les questions juridiques et s'assurer qu'ils puissent être de bons candidats puis de bons maires, ça me semble être plutôt quelque chose de juste et de sain dans une démocratie. Mais tout ça, c'est fait avec de l'argent privé. C'est soit des personnes qui
payent pour y participer, donc de leur propre volonté, soit c'est des personnes qui investissent, que ce soit M. Sterin ou d'autres. Il y a d'autres généreux investisseurs ou d'autres généreux donateurs, comme ceux de Radio Courtoisie, qui chaque matin écoutent et se disent non, je préfère envoyer un peu d'argent à cette radio qui n'est pas subventionnée par le service public et qui ne dit pas des horreurs toute la journée. Et c'est leur choix. Et à l'inverse, il y a des gens comme Soros, vous en avez parlé. Exactement, et à l'inverse des gens comme Soros, mais, et c'est là où je veux en venir, le dernier sujet qui me semble important, en tout cas comme argument de fond, c'est qu'il y a aussi le service public du côté de la gauche et du côté de ces idéologies-là. On en a parlé avec vous la semaine dernière, mais il faut en reparler aujourd'hui. Le service public est doté de sommes absolument colossales pour pouvoir fonctionner, avec certaines émissions de très bon niveau, mais d'autres qui sont, notamment, je pense à France TV /, absolument ridicules. Et puis surtout, qui, après, se permettent, eux, de faire de la police politique également, en faisant des reportages sur France 2, sur tel ou tel sujet, en lançant des compléments d'enquête. Compléments d'enquête, vous savez, c'est là. C'est une sorte de duo. Il y a la commission d'enquête et le complément d'enquête ou cache investigation. C'est une forme de duo où, globalement, si politiquement à droite, vous n'êtes pas exposé à l'un des deux en l'espace de 25 ans de vie politique, c'est que c'est un peu le nouveau, vous n'avez pas de Rolex à 50 ans, vous n'avez pas réussi votre vie. Quoi. Globalement, quand on est de droite, c'est à peu près ça. Vous avez déjà été visé par l'un des deux ? Non, mais je n'ai pas 50 ans et je n'ai pas de Rolex non plus. Ça va venir, Stanislas. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Beaucoup de réussite, finalement. Merci, ça me touche beaucoup et j'espère qu'ils seront devant les locaux de Radio Courtoisie un matin pour nous attendre et poser des questions. Mais vous voyez, c'est aussi ça le sujet, c'est qu'à la fin, il y a de l'argent public qui est utilisé à des fins politiques ou à des fins idéologiques. Et là, ça n'insurge personne et on n'a pas une commission d'enquête menée par M. Léaumont pour s'en indigner. Il nous reste encore un peu de temps parce que j'ai peur de vous perturber. Je regarde les horaires, mais il nous reste encore 4 minutes pour parler d'Antoine Léaumont et des commissions d'enquête. Est-ce que il y a quand même un sujet qui est particulièrement visé par ces commissions d'enquête dernièrement, c'est tout ce qui peut, de près ou de loin, contribuer à une véritable liberté d'expression et à la pluralité de l'expression de ses avis. On a vu toutes ces commissions qui ont visé, vous l'avez dit, Bolloré et donc ces groupes de presse. Aujourd'hui, toute cette réaction de la gauche, c'est quand même la preuve qu'elle est vacillante. Ah oui, j'imagine. En tout cas, les idées progressent et ça leur fait peur. Ouais, alors je vous avoue que je n'arrive pas à savoir s'ils ils vacillent ou s'ils sont tellement peu habitués à voir leur précaré contesté qu'ils s'offusquent. Mais qu'ils s'offusquent d'un rien. Comme des vieilles bourgeoises. Mais exactement. Vous savez, c'est la sacristaine qui tient de la même façon son église de village et qui a l'impression d'être devenue bonne sœur, voire prêtre de temps en temps, et qui ne supporte pas quand une famille avec des personnes plus jeunes tente d'expliquer qu'on pourrait changer telle ou telle chose, ou si les chants qui sont les mêmes depuis maintenant 10 ans puissent être changés, et ça l'offusque, et elle ne se rend pas compte. Non pas qu'elle est remplacée, simplement qu'on veut l'aider ou essayer de modifier un peu sa façon de procéder. Parenthèse fermée sur le sujet des sacristies, où je ne visais personne, aucune sacristie. On les aime aussi. Et évidemment, elles font un travail formidable, ce qui n'est pas le cas de la gauche, nécessairement. Mais oui, on sent qu'il y a Ils ne sont pas habitués à être bousculés sur leur propre terrain. C'est-à-dire sur les laboratoires d'idées, sur les think tanks, sur l'associatif, sur l'aide, sur le soutien aux militants exposés du camp national, sur les questions judiciaires, parce que la gauche le fait à merveille, avec force depuis des années, de soutenir, encore une fois on a parlé de Soros, mais il y en a bien d'autres, et Soros d'ailleurs a cette qualité dans le fond de ne pas cacher ses opinions et pour qui il finance, si nous sommes absolument honnêtes, comme d'autres patrons de presse qui ont dit qu'ils mettraient tous leurs moyens à disposition pour faire gagner leurs idées ou pour combattre le Rassemblement national. J'invite les auditeurs de Radio Courtoisie, s'ils le souhaitent, à regarder, mais ce dont je parle n'était pas il y a 15 ans, mais simplement aux élections législatives de 2024. Et donc, dès lors que des personnalités, des fonds vont contre leurs idées, là ils s'inquiètent, puisque ce n'est pas dans leur mode d'action habituel. D'habitude, les militants de droite, les gens de droite, ils ont leur courage, ils ont parfois des idées, ils sont parfois bons en débat ou plein d'imagination, mais rarement autant soutenus. Ils n'ont pas de soutien politique, ils n'ont pas de soutien financier, et l'un des deux est en train de changer. Peut-être les deux, les deux sont, timidement. Selon moi, j'espère que les deux sont en train de changer, mais sûrement pas assez. Moins que la gauche.
Moins que la on gauche, est encore évidemment. bien en dessous. Parce qu'en fait, on parlait là à l'instant des militants du camp national qui, pendant longtemps, effectivement, ont manqué de soutien. Ils n'avaient que leur courage pour pouvoir s'engager. C'est vrai qu'à gauche, les militants Antifa, eux, ils se retrouvent à l'Assemblée nationale. C'est un peu plus pratique. Bien sûr. Ça, Bonjour Raphaël, une fois de plus, on parle de toi ce matin. Oui, voilà, vous ne lui donnez pas l'importance qu'il n'a pas, même si symboliquement, il est évidemment très fort. Mais surtout sur l'aspect financement, j'ai apprécié ce qu'a dit Arnaud Rérol lors de sa commission d'enquête face à Antoine Lemont, mais il ne dit pas avoir inventé grand-chose, si ce n'est de soutenir des initiatives qui leur semblent justes, professionnelles, organisées, avec des visées importantes pour le bien commun. Et la gauche le fait encore une fois, et dans des proportions qui n'ont absolument rien à voir. C'est-à-dire que les sommes dont on parle quand il s'agit de la droite sont bien minimes et bien faibles ou bien dérisoires en comparaison avec ce qui est dépensé à gauche. Merci Stanislas Rigaud pour ce coup de gueule et en même temps cette analyse était parfaitement dosée entre les deux. Sur ces commissions d'enquête de la honte, on espère que ça vous a intéressé, chers auditeurs, et bien évidemment, nous, on va continuer à donner la parole à ceux qui sont attaqués. Merci Stanislas. Merci, et puis à la semaine prochaine.